Salut, c'est Bhaskar pour Hypnomachie. Aujourd'hui, on va parler de Carl Gustav Jung, d'un secret pour être payé sans rien faire sur son canapé, et des pillards de la tradition. Générique. Ô générations incrédules et perverses, combien de temps encore vais-je devoir vous supporter? Jésus. Alors après une introduction pareille, effectivement, ça pourrait évoquer le champ lexical du coup de gueule. Eh ben non, c'est pas un coup de gueule que je vais pousser, puisque quand on pousse un coup de gueule, quelque part, il y a toujours le secret espoir d'un changement, quelque part. Hein. Si on est vraiment OK avec le réel, si on est vraiment un avec le réel, on ne pousse plus de coup de gueule. Quelque part, les émotions au-delà de 5 sur 10, et encore, c'est qu'on n'est pas vraiment un avec le réel. Là, il va s'agir d'autre chose. Il va s'agir de parler et de comprendre de comment est-ce que des traditions, des lignées entières meurent, tout simplement. Parce que oui, même s'il est extrêmement aisé d'idolâtrer comme ça la tradition et l'approche traditionnelle avec son cerveau limbique, eh bien, à côté, par ailleurs, celle-ci peut littéralement disparaître. Alors effectivement, ça peut disparaître brutalement dans le cas des traditions et des lignées discrètes. Il suffit pour ça que l'héritier soit atteint d'une maladie mortelle subite ou d'un accident de la route, ce qui peut arriver à tout un chacun. Mais les traditions et les lignées peuvent également disparaître de manière plus progressive, plus insidieuse, via une lente dégénérescence, en tout cas en ce qui concerne les traditions plus massives et plus répandues. Même les chrétiens purs et durs sont bien trop cons pour se rendre compte que je vends du sexe à leur pouf de filles. Je me fais des milliards sur l'ignorance des chrétiens depuis des décennies. Et pourquoi, selon vous? Parce que les chrétiens sont des putains d'attardés. Ils croient en un mec mort qui leur parle. Et par exemple en Chine, où au cours du XXe siècle, on a pu assister à la disparition pure et simple, à l'anéantissement d'un certain nombre de courants sous la pression du communisme. Alors c'est qui l'enculé? Qui parmi vous a eu l'idée à la con de commencer à dire du mal du gouvernement chinois? Qui parmi vous a cru qu'il avait l'autorisation d'émettre une quelconque critique sur la politique chinoise? C'est pourtant vrai, monsieur. Les Chinois exploitent leur propre peuple avec des travaux forcés. Ferme ta putain de gueule, toi! T'es là pour lécher des culs, pas pour réfléchir, pauvre connard de merde! Sauf que la plupart d'entre nous, bien souvent, face à cet état de fait, réagissons comme la célèbre citation de Pierre Dac, il est encore trop tôt pour savoir que c'est trop tard. Hein. De même au Japon, on peut assister ainsi à la lente agonie de plusieurs écoles et courants traditionnels qui périclitent faute d'un repreneur ayant suffisamment de talent pour pouvoir faire vivre à nouveau la lignée. C'est un grand classique dans le domaine notamment, mais pas que, des arts martiaux traditionnels et ce qu'on appelle les koryu, donc les vieilles écoles. Les vieilles écoles japonaises qui aujourd'hui n'intéressent plus vraiment les jeunes qui préfèrent faire du karaté, du taekwondo quand c'est pas du baseball, et qui ne saisissent pas la profondeur de ce qu'on appelle les koryu, mais effectivement, comme toute lignée profonde dans n'importe quel domaine, vous avez l'équivalent de ces traditions profondes en musique, en théâtre, en équitation. Moi, j'ai une copine comme ça qui fait vivre une espèce de vieux courant d'équitation traditionnelle qui a un niveau de profondeur dans l'art de relationner avec le cheval, dans le respect du cheval qui est absolument incroyable. Moi-même, j'ai pu monter sous sa supervision quelques fois et c'était à chaque fois une expérience incroyable qui est à des années-lumière de l'équitation traditionnelle. Oh, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec ces histoires de cheval, là? C'est une déclaration de guerre que vous voulez, ou bien? Non, pas du tout, c'était de l'humour. Hein, personne ne rit, là. Oui, mais c'est parce que c'était mal dosé. Faut une dose de cheval. Et actuellement, dans le monde, ils sont 4 à pouvoir faire ça. Voilà, donc c'est dans tous les domaines, vous avez ce genre de tradition. Mais pour revenir au koryu japonais, dans les koryu, la plupart des gens qui s'entraînent à ça, ce sont des choses qui demandent vraiment d'y consacrer sa vie, ni plus ni moins, pour en saisir l'infinie profondeur. Or, quand aujourd'hui il faut réussir à survivre, d'avoir un job de ce qu'on appelle au Japon les salaryman, les mecs qui dorment comme ça en costard dans le métro et qui font un boulot de bureau à la con,
l'équivalent en français des bullshit jobs, hein, et ben c'est pas évident d'avoir encore le temps, le soir, de s'entraîner, souvent péniblement 1h30, voire 2 heures dans le meilleur des cas, alors que ce sont des disciplines qui demanderaient beaucoup plus d'investissement. Et le niveau se perd inexorablement, on gigote, on gesticule en essayant vaguement de pérenniser quelque chose, on y arrive très médiocrement, et là, parce que comprenez bien que pour faire vivre vraiment une lignée, il y a certes l'importance de l'ancienneté et du patrimoine correctement transmis, mais il faut aussi transmettre ça à un doué, à quelqu'un qui va avoir la fibre et qui va pouvoir le faire vivre. Et c'est ça qui est extrêmement difficile quand on a reçu un enseignement traditionnel, c'est de rester ouvert et d'essayer de trouver comme ça un doué qui va pouvoir transmettre un petit peu le flambeau à la génération suivante. C'est une énorme responsabilité que ne mesurent absolument pas les gens qui vivent comme des consommateurs. Et ainsi, au Japon, on voit fleurir ce qu'on appelle des repreneurs d'école. C'est-à-dire des gens qui sont tout de même suffisamment compétents pour pouvoir faire vivre à minima l'enseignement traditionnel, et qui vont voir comme ça un certain nombre de vieux maîtres qui se désespèrent de ne pas avoir trouvé de repreneurs, et qui arrivent et disent « bah, moi je peux vous reprendre votre école si vous voulez, formez-moi comme ça », et donc ils restent avec les maîtres pendant quelques années, à un niveau relativement superficiel, hein, il ne faut pas se leurrer, mais comme ce sont déjà des adeptes plutôt avancés, ils apprennent vite. Et donc les vieux maîtres préfèrent transmettre à ce genre de personnes plutôt que de voir leur héritage mourir. C'est un choix, ma foi, un choix quelque part tout à fait respectable, qui privilégie la survie de la tradition à son abandon pur et simple, parce qu'on voit trop haut en termes de qualité du repreneur. C'est un choix, et c'est un choix qui est de plus en plus fait au Japon, et donc on voit fleurir ce genre de multi-repreneurs VRP multicartes. Vous le voyez, Jules-Édouard, dans la vie, il y a ceux qui travaillent dur, et puis il y a les autres, les petits malins, qui se font tout donner. Malheureusement, très souvent, cette démarche implique que la transmission et la survivance de l'école ne se fassent qu'au niveau strictement exotérique. Or, ça n'est pas là l'essentiel de ce qu'une école, un ryuha, comme on dit au Japon, a à transmettre. Les niveaux méso et éso demandant, par définition, un travail sur le temps long. Cette technique vieille de 2000 ans ne s'acquiert que par le travail. Mais dans les traditions profondes japonaises, les ryuha, etc., il y a tout un système qui entretient une certaine forme de confusion avec l'Occident. C'est la confusion entre le niveau et les titres. Au sein de la vieille Europe, lorsque vous avez un diplôme, lorsque vous avez un titre sanctionné par un joli bout de papier, cela signifie implicitement que vous disposez, que vous êtes détenteur d'un niveau, et que vous avez une compétence relativement reproductible que vous êtes capable de remettre en scène dans le contexte plus ou moins approprié, selon qu'il s'agisse de systèmes ouverts ou de systèmes fermés. Au Japon, ça n'est absolument pas ainsi que l'on voit l'enseignement. Je trouve cette approche japonaise beaucoup plus réaliste. Au Japon et dans ces optiques traditionnelles, on vous transmet un certificat. Ça ne signifie absolument pas que vous avez le niveau, ça signifie qu'on vous a montré et qu'on vous a donné les informations. En gros, vous avez assisté au cours. Rien ne dit que vous en ayez tiré quelque chose, rien ne dit que vous l'ayez assimilé. Ensuite, cela va demander 10 ans, 20 ans, 30 ans de pouvoir maturer ce savoir, de pouvoir se l'approprier par l'expérience de vie en mouillant le maillot. Et d'ailleurs, énormément d'Occidentaux ont joué sur cette confusion en revenant du Japon avec un diplôme qui sanctionnait un très haut niveau, justement, alors qu'en fait ça n'était pas un niveau, c'est juste qu'ils avaient assisté à un certain nombre de cours. On les a pris en Occident pour des maîtres, alors que rien n'indiquait qu'ils en étaient, ils avaient simplement assisté à des cours. Rien ne nous dit qu'ils étaient arrivés à la hauteur de ce qu'on leur avait transmis. Et face à cette incompréhension provenant d'un décalage culturel, le jeune occidental avide risque fort de se dire « C'est long là, non ?» De tout temps, il y a toujours existé ce que l'on appelle des pillards, des individus qui souhaitent recevoir sans avoir à donner, avoir sans avoir à payer de leur personne. Malheureusement pour eux, la tradition avec un T majuscule, la tradition authentique est par définition impillable, et je m'en vais vous expliquer pourquoi. Face à la menace de l'oubli que je viens d'évoquer à l'instant avec vous, ou de la disparition, de nombreux maîtres réalisèrent différents ouvrages destinés aux générations futures et à la pérennisation d'une forme de savoir. Par définition, ces ouvrages qui certes peuvent être volés, dérobés, copiés, tout ce que vous voulez, ne concernent par nature que le niveau exotérique. Mais comme disait Hippolyte Taine, rien de plus dangereux qu'une idée générale dans un cerveau étroit et vide.
Comme ils sont vides, ils ne rencontrent aucun obstacle. Comme ils sont étroits, elles ne tardent pas à les occuper tout entiers. Dès lors, ils ne s'appartiennent plus, ils sont maîtrisés par elles, par les idées. Elle agit en eux et par eux, au sens propre du mot, l'homme est alors possédé. Ceci dit, c'est fondamentalement ok de se comporter comme un barbare. Je veux dire, les barbares ont le droit de vivre, il n'y a pas de problème, c'est profondément respectable. On ne peut pas dire, écoutez, si vous m'obéissez pas, c'est que vous êtes un sauvage, ou que vous êtes un fasciste, ou que vous êtes... Non, il faut se calmer. Et de se satisfaire ainsi de bribes de traditions incomplètes, pillées ça et là, mais en général, lorsqu'ensuite il est question d'aller dans le monde avec ces bribes de savoir mal dégrossis, eh bien cela n'attire en général que les crédules, voire d'autres pillards qui sont encore moins malins que les premiers, et les individus réellement initiables passent en général très très vite leur chemin. Au pire, s'ils restent, ils sont alors coincés au premier stade, au niveau exotérique, sans possibilité d'issir d'une quelconque façon, sauf dons absolument hors norme. Des fois, on n'a pas le choix, il faut sacrifier des jeunes. Comme le disait McLuhan, seuls les petits secrets doivent être protégés. Les grands sont gardés secrets par l'incrédulité du public. C'est alors une forme de logique sacrificielle qui va se rejouer et qui signe quelque part l'arrêt net de cette branche dissidente mort-née qui ne survivra pas à l'hubris précoce de son fondateur. Faut marquer les esprits, qu'on se souvienne de mon passage. Si l'on admet que la fragmentation psychique et les différents procédés dissociatifs sont le secret comme le fondement des différentes voies de puissance gnostique, telles que la franc-maçonnerie, le Rose-Croix, l'ordre hermétique de l'Aube dorée et autres courants crypto-lucifériens, on remet en cause la définition biologique même de l'être humain. Donc on va fabriquer des êtres sans racines, qui ne peuvent même pas dessiner un arbre généalogique, qui ne savent pas d'où ils viennent, et qui donc ne savent pas où ils vont. Donc ils n'auront pas de narration, ils ne pourront pas mettre en histoire leur origine, donc ils ne pourront pas s'inscrire dans les coordonnées fondamentales de l'existence. La GPA, c'est un exemple, la gestion de la pandémie, c'est un exemple, mais voilà, on est vraiment dans un basculement anthropologique aujourd'hui. Et je pense que peut-être que tout le monde s'en fout et que je suis ringarde, mais il faut comprendre que les dégâts sur la santé mentale sont monstrueux. Si l'on fait un petit peu de ce qu'on appelle en philosophie des sciences de la reconstruction logique, ce qui est le fondement, à contrario, de l'approche traditionnelle, réellement traditionnelle, ce qui amène une transformation profonde de l'être, eh bien, c'est la dédication. Le fait de se dédier, l'acte de se consacrer totalement à une activité, une personne, une cause. Il semble donc évidemment vain, voire profondément ironique, de chercher à s'approprier goulûment la dédication. Comprenez bien que si Dieu a le pouvoir de faire décompenser le névrosé, que si l'altérité peut faire décompenser le psychotique, la tentative de dérober comme ça l'enseignement traditionnel relève d'une forme de perversion. Perversion qui va constituer en une tentative de conserver comme ça le contrôle en ne se dédiant pas, en ne s'abandonnant pas, afin, inconsciemment bien sûr, de se protéger et d'éviter la décompensation psychotique que son contenu implique. Alors bien évidemment, ces peurs sont profondément humaines, profondément compréhensibles et profondément légitimes, comme toutes les peurs humaines. Et pour autant, prendre des décisions depuis son propre modèle du monde est une des plus grandes bêtises que puisse faire un être humain. À un moment, comme le disait Paulo Coelho, aimer, c'est perdre le contrôle. Dans l'immense majorité des cas, et avant une maîtrise réelle de la logique non sacrificielle, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo et que vous ne savez pas ce que c'est que la logique non sacrificielle, je vous renvoie donc aux vidéos 32 et 42 qui expliquent ça en détail. Dans l'immense majorité des cas, donc, et avant la maîtrise globale de la logique non sacrificielle, l'on retombera, hélas, bien vite, dans ce que Durkheim appelait le conformisme logique. Chacun réutilisera donc des éléments de la tradition pour obéir aux diktats de son niveau de réalité de base. Pour certains, ce sera faire de l'argent, pour d'autres obtenir de la renommée, pour d'autres correspondre à telle ou telle image fantasmée, idéalisée du soi, ce que Lacan appelait pompeusement l'assomption jubilatoire de l'image spéculaire.
T'es rémunéré pour dire de la merde en permanence, toi? Ce que décrivait d'ailleurs très bien Carl Gustav Jung en ces termes. L'identification de l'individu, donc transhypnotique d'identification, l'identification de l'individu avec son emploi ou son titre est même si séduisante que beaucoup d'autres n'ont d'autre existence que celle que leur dignité sociale leur confère. Il serait bien vain de chercher là un caractère personnel derrière le magnifique décor où l'on ne trouverait qu'un petit fantoche au fond bien pitoyable. En un mot, les charges ou les titres ne sont séduisants que parce qu'ils sont des compensations factices à des insuffisances personnelles. On est là en plein dans l'archétype de la logique gnostique. A contrario, bien évidemment, chaque tradition se doit, pour rester vivante, de s'adapter au moins au niveau de la forme, au moins un minimum de s'adapter à l'époque. D'autant que depuis le début du siècle, les changements de forme tendent fondamentalement à s'accélérer. Comme quoi, l'appropriation culturelle, des fois, ça marche bien. Après tout, Dieu avait laissé pas moins de 613 commandements à Moïse, que David avait synthétisé en 11 lois, Michée en 3, et Amos l'avait synthétisé en une seule. Efforce-toi d'arriver à la connaissance de Dieu et vis en elle. Vous voyez bien qu'ici, il n'y a qu'un seul fond pour plusieurs formes. Comme le disait Leonardo. Mais oui, fini les catates, oubliez la conversion totale. Vive la vie! Non, pas ce Leonardo-là, Leonardo da Vinci, bien sûr. Comme disait donc Leonardo da Vinci, Léonard de Vinci, il y existe 3 types de personnes. Ceux qui voient quand on leur montre, et ceux qui ne voient pas. Bien sûr, en la matière, l'incompétence d'autrui à comprendre cette classification ramène inexorablement à la solitude ontologique de Dieu et à l'unité totale de ce dernier. C'est une métaphore quelque part du Dieu unique qui va se diviser pour se sentir lui-même et ainsi se mettre en mouvement. Enfin bon, ça se discute puisque par définition, tout propos relevant du logos comme celui-ci n'est qu'une carte et que la carte n'est pas le territoire. Évidemment, le mental est extrêmement limité pour aborder ce genre de réalité d'ordre mystico-schmuck. Néanmoins, pour les débutants, une connaissance minimale des grands courants de pensée permet aux néophytes de ne pas se faire avoir par ces espèces de remakes modernes 2.0 de courants séculaires qui se vendent comme étant des individus ayant réinventé l'eau chaude, tels par exemple Ayn Rand avec Aristote. Can I ask you to capsulize your philosophy? What is Randism? First of all, I do not call it Randism and I don't like that name. I call it objectivism. All right. Meaning a philosophy based on objective reality. Ayn Rand, c'est ni plus ni moins que du repompé ressucé d'Aristote, vaguement remis en forme comme ça pour coller au goût du jour. Mais je veux dire, sur le fond, il n'y a pas réellement de grandes nouveautés dans la pensée d'Ayn Rand, alors qu'elle a connu aux États-Unis une hype absolument extraordinaire, bien sûr. Alors cela amène bien sûr à s'intéresser aux différentes interprétations entre les courants, puisqu'un certain nombre de courants proviennent de la même source, et donc il y a eu différentes interprétations, c'est classique dans les grandes religions du livre, évidemment, ainsi que sur les raisons profondes, psychologiques, historiques, géopolitiques de ces divergences apparentes, en tout cas d'opinion. Cela pousse, il est vrai, à lire un peu. Oh, les livres! Oh, c'est chiant ça. Mais pourquoi se taper 300 pages quand on peut avoir un résumé? Vous allez faire des fiches de lecture. Comme ça, le rouge et le noir, par exemple. En 5 minutes, je sais ce que c'est. Et alors, à la place, vous mettez des bandes dessinées, des Marvel, des Tintins. J'aime bien Tintin. Et puis, ça tient moins de place, là, que toutes les je sais pas quoi, les Flaubert, les Proust, là, toutes ces conneries illisibles, hein? D'ailleurs, je me faisais l'autre jour un constat bien malheureux sur l'impact sur les psychismes et les cœurs des gens d'une certaine forme de modernité, constat que je m'en vais à l'instant vous partager. Alors, vous y discernerez peut-être pour les plus malins une certaine forme de pathos, si cela vous interpelle, voire vous dérange, je vous renvoie à la vidéo qui traite de ce sujet, qui est la vidéo qui s'appelle la mégalé-agnoïa. L'autre jour, j'étais en train de recevoir quelqu'un, enfin j'étais censé recevoir quelqu'un, et cette personne m'appelle en annulant littéralement au dernier moment la séance que nous devions avoir ensemble, mais comme c'était une personne un minimum bien élevée, elle me précise qu'elle me réglerait malgré tout l'argent qu'elle me devait pour ce moment et ce créneau que j'avais booké pour lui consacrer.
De même, alors que j'étais quelques jours après en charge de l'organisation d'un repas pour une vingtaine de personnes, eh bien, un des convives m'appelle et me dit qu'il ne pourrait pas venir, mais il me rassure en me disant, je cite, « Non mais je réglerai quand même le repas au restaurateur qui a été réservé, etc. » Alors c'est sûr que d'un certain point de vue, cela revient de facto à être rémunéré pour ne rien faire et être posé sur son canapé, ce qui, ceci dit, est le rêve d'un certain nombre d'êtres humains. Je ne me plains pas, non, les affaires marchent en ce moment. Mais si vous regardez attentivement, mes amis, tout ceci se base sur un présupposé plus que douteux. Le fait qu'autrui soit essentiellement motivé par l'argent. Ainsi, quelques euros sont censés apaiser, amadouer le courroux d'autrui face au non-respect de notre parole. On rachète d'un certain point de vue notre respectabilité perdue avec des liquidités. La loyauté, l'honnêteté, le travail, je sais que, et le sens de l'honneur, chose qui est complètement perdue en France. Maintenant, quelqu'un n'osera plus dire je vous donne ma parole d'honneur, ça fait ridicule. Mais moi, quand je donne cette parole-là, croyez-moi, c'est sérieux. Et ça, bien sûr, ce sont des valeurs qui sont périmées maintenant. Quelque peu avant Noël, j'ai proposé ainsi un entraînement à un horaire où la plupart des clubs d'arts martiaux sont fermés. J'ai bien sûr demandé aux gens de s'engager à venir. Ils étaient 9 à s'être engagés à venir. En pratique, il n'y en a qu'un seul qui a tenu parole ce soir-là. Enfin, et un deuxième qui s'est rajouté vraiment de façon totalement impromptue 10 minutes avant la session. Je veux bien que ce soit des impondérables, ça peut arriver à tout le monde des impondérables, mais vous comme moi savons que, en général, les impondérables ne représentent que peut-être 5% de moments où on se dit « Ah oui, je vais venir, et ah mince, ma voiture tombe en panne, ah mince, j'ai attrapé le Covid, ah mince, ma fille a vomi et je dois rester avec elle pour prendre soin d'elle. » Ce genre de choses, normalement, ne représentent que 5%, allez, 10% peut-être, des occurrences. Enfin, si ça représente 70 ou 80% des occurrences, comme dans mon histoire là, c'est qu'il y a un vrai problème de gestion de son énergie, des priorités. Cela fait partie d'une espèce de socle exotérique qu'il conviendrait de maîtriser dès l'entrée dans l'âge adulte. En principe, si vos parents ne n'ont pas fait trop n'importe quoi. Bref, compenser son absence par de l'argent ne parle en réalité qu'à certains niveaux de réalité et absolument pas à d'autres. Pour les autres, justement, le procédé peut même être considéré comme insultant ou parfaitement neutre, voire hors sujet. Un peu comme si vous partiez en vacances, que votre avion était annulé et que l'on vous rembourse. Cela ne vous a pas donné les bienfaits des vacances, pourtant l'impact sur vous a bel et bien été là. Vous étiez censé vous reposer, vous dépayser, parce que vous en aviez besoin, et cela n'est pas possible. Alors j'ai réfléchi, et puis à force de réfléchir, finalement, j'ai pris une décision, et j'ai décidé que je savais pas quoi faire. Tout ce que je vous raconte là semble peut-être absolument évident, mais il semblerait qu'il y ait une espèce de cécité de la modernité à ces niveaux de réalité que l'argent ne dédommage pas. J'irais même plus loin. C'est une faute d'éducation, cette cécité se généralise au prorata de l'adoration de Mammon par le siècle. J'irais même plus loin, c'est même un manque d'éducation et la cécité qui va avec à ces niveaux de réalité suscités, qui tend à se généraliser au prorata de l'adoration du diable et de Mammon par le siècle. Du coup, j'achète des trucs, et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent putain, il a des trucs. Moi aussi, je voudrais des trucs. Dans certains groupes de recherche traditionnels, une règle fort peu connue voulait que l'on soit totalement libre d'y inviter, d'y faire venir notre conjoint, notre femme, notre épouse, mais que, ou notre mari, c'est absolument pas sexiste, mais que si jamais à un moment donné ce conjoint, ce compagnon venait à faire faux bond au groupe et à ne pas en respecter les règles, notamment les règles de régularité aux séances et de ponctualité, c'était alors les deux qui en étaient alors exclus. Là encore, c'était intéressant parce que cela mettait en question le discernement des adeptes, leur capacité à identifier un conjoint ou un compagnon qu'ils allaient fréquenter conformément aux règles de la tradition, c'est-à-dire d'une manière engagée. Cela signifiait et prémunissait le reste du groupe de recherche que chacun des membres
n'avaient pas vis-à-vis de la tradition une optique de consommateur, mais n'avaient pas non plus vis-à-vis de leur épouse ou de leur femme une logique de consommation, mais étaient bien unis devant Dieu, et nous l'avions déjà évoqué lors de la dernière vidéo à propos de Noël. Alors entendons-nous bien, il n'est pas question ici d'être bêtement anti-argent, ni pro-argent d'ailleurs, c'est simplement pas le sujet. Comme le dirait Jean Guiton, la fausse symétrie de la dialectique hegelienne se fait au profit de l'antithèse. Et ça d'ailleurs, l'époque ne l'a toujours pas compris et est littéralement en train d'en crever. Il est simplement question ici d'avoir avec l'argent une relation non sacrificielle, de ne jamais lui sacrifier une quelconque partie de soi, de veiller à conserver, alors qu'on est en train de gagner de l'argent, un sens de l'altérité, de ne pas lui sacrifier son honneur, de ne pas lui sacrifier sa fierté, de ne pas lui sacrifier non plus sa sécurité. Vous avez des gens qui se mettent en danger pour avoir de l'argent, et bien évidemment d'éviter de lui sacrifier son éthique. J'ai fait un OnlyFans et finalement quand j'ai vu l'argent qui rentrait, je me suis dit que finalement la dignité c'était pas une valeur si importante que ça pour moi quoi. Donc faut savoir que moi après juste un mois sur OnlyFans j'ai déjà gagné 10 000 €. Du coup moi j'ai tweeté, j'ai dit ouais je suis une plus de 10. Ceci dit, il me semble important de conscientiser à quel point chacun d'entre nous a subi une forme d'exposition à une propagande extrêmement vivace depuis l'enfance, qui consiste à faire de l'argent une sorte de figure tutélaire, un bien désirable en soi, oblitérant dans cette propagande et cette communication tout ce que l'argent peut amener à détruire. Et cette propagande commence malheureusement de façon extrêmement précoce. Pour commencer à en prendre conscience, je vous invite simplement à vous rappeler le nombre de centaines d'heures que certains d'entre vous ont passé à jouer aux jeux vidéo, à aller collecter je ne sais pas combien de milliers de pièces, d'anneaux, de rubis, de dollars. Il faut ignorer tout du fonctionnement cérébral humain pour penser que ce type de pratique réitérée autant de fois à un âge aussi précoce avec stimulation du système dopaminergique n'affecte pas notre système de représentation du monde. Je veux dire sérieusement, on a quand même démontré scientifiquement que lorsqu'une mère avait un enfant, qu'elle était enceinte et qu'elle avait extrêmement envie d'avorter, qu'elle était à deux doigts d'avorter mais qu'elle ne le faisait pas, cela se retransmettait directement sur la capacité de l'enfant à être sociable, même au-delà de l'âge de 35 ans. Donc vous imaginez bien que si simplement ce type de pensée de la mère peut affecter comme ça le psychisme de l'enfant jusqu'à 35 ans après, donc les amis, voilà, reconnaissons que le nombre d'heures qu'on a passé comme ça à essayer de crafter, à farmer des pièces, des roupies dans Hyrule, impacte nécessairement l'architecture cérébrale de notre cerveau, au moins dans une certaine proportion. C'est d'ailleurs le même type de conditionnement, ce qu'on appelle en psychologie l'effet de simple exposition, entre autres, qui nous amène ainsi à penser que globalement la police retrouve systématiquement les criminels. C'est une espèce de croyance qui se forge dans notre cerveau mésolimbique à force d'avoir vu des centaines, voire des milliers d'heures de films et autres séries dont ce scénario était la trame narrative principale. Commissaire Navarro, et croyez-moi, vous avez intérêt à vous tenir tranquille, hein ? Bref, si l'on assiste encore aujourd'hui à de nouvelles émanations contemporaines de la tradition, et qu'il serait bien malhabile, voire un petit peu stupide, il faut bien le dire, de réduire toute forme de légitimité à la stricte légitimité dynastique, et de nier par conséquent ce que l'on appelle la légitimité dite charismatique, notons tout de même que le charisme reste originellement et étymologiquement une forme de don de Dieu, et non pas la manifestation d'un magnétisme personnel compensatoire, d'une espèce de mourant refusant dans le fond sa finitude. Je ne mourrai pas parce que je suis le plus beau, je l'ai déjà dit d'ailleurs tout à l'heure, je suis le plus beau et le plus fort. L'impression de devenir quelque chose ne se substitue pas à la vérité d'être quelqu'un. Et la tentative indue de vouloir piller comme ça une tradition après y être entré extrêmement brièvement évoque au mieux ce que Lacan appelait joliment une détumescence précoce. C'est une métaphore. Si certains argueront d'une manière bien compréhensible qu'il est parfois ardu de différencier le bon grain de l'ivraie, la citation pleine de bon sens paysan d'Edmund Burke, je pense, répond à cela. Bien qu'aucun homme ne puisse tirer un trait entre les confins du jour et de la nuit, il n'en demeure pas moins que la lumière et l'obscurité peuvent assez nettement être distinguées.
Cette vidéo touche à sa fin, merci aux tipeurs d'être encore là après toutes ces années, merci à tous ceux qui mettent des petits pouces, merci aux uns et aux autres qui commentent les vidéos, certes, vous le savez, cela fait monter dans l'algorithme, et puis surtout, ça fait aussi vivre la communauté, ça me fait plaisir d'avoir de vos nouvelles, il y en a certains d'ailleurs, ça fait longtemps que je les ai pas lus, et je me demande ce qu'ils deviennent, hein, voilà, donc les Bruno, Mathieu Blanca, etc., bon, je vais pas tous vous citer, mais enfin bon, ça fait longtemps que je les ai pas lus, je ne sais pas si vous êtes toujours là, ou si, voilà, si vous écoutez les vidéos en silence ou pas, et je vous laisse avec cette citation qui résume, je crois, l'intégralité de cette vidéo et permet, pour ceux qui l'auraient entendu comme une forme de mimésis, d'essayer justement de sortir de tout ceci. Connaître Dieu, c'est ne pas le sentir. Salut Internet. Tout corps vivant est animé. Ça veut dire que dans un corps vivant, il y a un ensemble d'organes qui sont animés. Et dans le même temps, il y a dans ce même corps une force qui les anime. Les anciens désignaient cela par le couple anima-animus, anima-animus. C'est-à-dire, plus concrètement, c'est âme et corps. Qu'est-ce qui donne à l'âme cette force d'animer? Et là, toutes les cultures donnent la même réponse. Parce que l'âme est reliée au souffle de vie, c'est-à-dire souffle vital. Donc, l'âme est une notion universelle. Seulement voilà, à partir d'une certaine époque, récente d'ailleurs, en Occident, l'homme émancipé, fier de son esprit, qui a conquis la matière, rejette l'âme, rejette l'idée même de l'âme, la considérant comme un résidu de l'obscurantisme religieux. Il s'agit là d'une amputation qui est un appauvrissement et qui comporte ses dangers. Parce que cet homme qui ne jure que par son esprit, qui ne jongle qu'avec le dualisme corps-esprit, il ne sait pas que ce dualisme corps-esprit finit souvent par la soumission de l'esprit à la tyrannie du corps. Tant il est vrai que les désirs qui habitent le corps sont impérieux et insatiables. En sorte que ce dualisme corps-esprit prôné par beaucoup de théoriciens, par beaucoup de penseurs, aboutit à une sorte de hédonisme lassant et morbide qui est un système clos. Alors que, je le répète, la constitution de notre être est ternaire et non pas duelle. Ternaire, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Et parce que où se situe la conscience dans tout cela? La conscience, bien sûr, appartient à l'esprit. Mais il y a une part inconsciente qui fait partie de conscience qui appartient à l'âme. À l'âme. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Je continue un tout petit peu. Très peu, hein. L'esprit est basé sur le langage. L'esprit est basé sur le langage. Sinon, personne n'aurait pu développer son esprit. Donc, il a un caractère, justement, conscient et général.
qui permet l'organisation rationnelle de la société et qui permet des recherches très poussées dans le domaine scientifique. Mais l'âme, c'est cette part la plus sensible, la plus intime, qui nous donne la capacité de ressentir, d'aimer, de tendre vers une forme de création artistique qui relève de l'âme, et puis surtout de se relier, comme tout à l'heure j'ai dit, à une forme de se relier intuitivement à une forme de transcendance qu'il perçoit comme une patrie native, qui n'est pas un résultat d'un raisonnement. Ces deux aspects, esprit et l'âme, permettent chez l'homme un mouvement circulaire qui est ouvert, qui est toujours ouvert. L'âme n'a rien de mièvre ni de flou. En français, on dit force d'âme. C'est-à-dire, l'âme est souvent la source de héroïsme. Jeanne d'Arc, De Gaulle à un certain moment, et tout près de nous, le colonel Beltrame, qui est allé au-devant des terroristes. Ce n'est pas un acte de raisonnement, c'est une force d'âme qui les anime. Je voudrais citer deux auteurs, dont un vous est cher, Camus, et puis le Clésio. Ce sont les deux grands écrivains, tous les deux sont d'ailleurs prix Nobel. Albert Camus. Camus, en 1945, Paris n'était pas encore tout à fait libéré. Il a publié un article dans Combat. Après la mise à mort des prisonniers, des résistants prisonniers par les nazis au château de Vincennes. Et cette mise à mort était précédée d'affreuses tortures. Ces tortures ont pour but de faire parler ces chairs broyées, pour que ces chairs broyées, pour que ces hommes déjà réduits en une table de chair broyée révèlent des noms des camarades, c'est-à-dire de trahir le camarade. Camus a dit, les nazis ont voulu non seulement tuer leur corps, leur esprit, mais leur âme, parce que l'âme, c'est la dignité foncière de tout être. La dignité. La dignité, la vraie dignité foncière, je parle de. Et puis le Clésio, dans un texte, il a dit « Je sécrais ». Il n'est peut-être pas un croyant, mais il dit « Je sécrais à la tradition religieuse d'accorder à chacun une âme ». Donc, en chaque être, quel que soit, ça peut être un idiot, quel que soit son physique, son intelligence, sa culture, sa situation, ses mérites,